Smart Trends, c'est le rendez-vous des mutations et des tendances sur Be Smart for Change. 2 fois par mois, l'émission s'installe au cœur des événements qui font bouger la France et ses filières. Alors aujourd'hui, on est à quelques jours de l'ouverture des JO d'hiver en Italie. On se projette vers Alpes 2030, ses enjeux économiques, écologiques. Bienvenue dans Smart Trends. Notez sur vos agendas, 1er au 17 février 2030, les JO d'hiver dans les Alpes françaises. C'est le thème de ce Smart Trends avec Dominique Carlac. Bonjour, bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes coprésidente du comité de la charte Alpes 2030. Pascal de Tiersan, bonjour et bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir également. Vous êtes le président de la Société des Trois-Vallées. On est également en duplex. On le voit sur notre écran avec Bertrand Roy qui est responsable de la zone Alpine Pro pour Tricolore. Bienvenue à vous aussi. Alors vous êtes aussi vice-président du comité olympique national et sportif français. Vous avez été évidemment athlète de haut niveau. Et puis alors si on se souvient des JO de Paris, vous étiez vice-président de la charte sociale. Est-ce que Alpes 2030 s'inspire forcément de Paris 2024 ? En tout cas, c'est ce qu'on a souhaité en termes d'héritage. Vous savez, après la clôture des Jeux de Paris 2024, on a beaucoup entendu parler d'héritage. Alors il y a l'héritage constructif, il y a l'héritage pour la pratique sportive, et puis il y a aussi un héritage de méthode d'organisation de grands événements sportifs et de parties prenantes associées à ça. Et c'est vrai que dans un contexte olympien où il y a plus en plus de difficultés d'acceptabilité de ces grands événements sportifs, on est obligé de renverser la vapeur et de dire en fait si on veut renforcer l'acceptabilité, l'attractivité de ces grands événements sportifs, qui plus est quand ça se passe en montagne, il faut absolument qu'on incarne les opportunités et que nous soyons acteurs de la transformation et qu'on ne s'en tienne pas au jeu d'antan, qu'on ne regarde pas simplement derrière nous, qu'on ne soit pas prisonnier non plus du présent et des préoccupations et des peurs du présent et qu'on soit plutôt acteur de la transformation. Et là, le fait que le comité de la charte sociale s'inscrive dans Alpes 2030, c'est qu'on considère, nous, le monde économique et le monde social, puisque c'est les 8 organisations patronales et syndicales qui siègent dans ce comité de la charte sociale, que nous devons être acteurs de la transformation économique et sociale du lieu et de où ça se passera et de pourquoi ça se passera. Parce que certains disent même que, et pas seulement pour des jeux d'hiver, que le modèle même de ces giga événements sportifs doit être remis en question à cause du réchauffement. On va parler budget, tiens. On parle de plus de 2 milliards d'euros, 2 milliards 100 millions, dont 462 millions de contributions publiques. Alors c'est la question sempiternelle. On peut tenir un budget de JO ? Ouais, en fait, on peut tenir un budget. On se souvient plutôt. Il n'explose pas forcément, quoi. Mais non, parce qu'en fait, vous savez, moi j'avais été frappée quand je suis entrée dans les instances de gouvernance de l'Olympisme, et donc singulièrement de Paris 2024, le logiciel de pilotage du projet, puisque c'est un méga projet en fait, des Jeux Olympiques, c'est un méga projet. C'est le logiciel de la NASA pour faire, on parlait tout à l'heure spatial, le logiciel de la NASA pour faire atterrir une fusée. Et donc c'est d'une précision diabolique en termes de suivi du timing et de suivi budgétaire. Et si on fait pas ça, de toute façon, on ne peut pas reproduire les événements. Alors on se souvient tous des difficultés qu'on a eues à Athènes, des difficultés qu'on a eues à Rio. La France, pour le coup, a vraiment démontré son savoir-faire en termes de gestion de grands projets internationaux. Bon, espérons qu'on n'aura pas un Houston we have a problem. Pascal de Tiersan, vous faites partie de ceux qui sont favorables à ces JO, mais vous dites sous conditions. C'est quoi les conditions pour vous ? Bien, bien sûr qu'on est favorable aux JO parce qu'on aime les sports d'hiver, que c'est une belle vitrine pour nos vallées, mais sous conditions, c'est-à-dire que il y a une promesse qui a été faite de faire dans les Alpes 2030 les premiers Jeux vraiment développement durable et écologique. Et bien, il faut qu'on concrétise cette promesse. Donc la condition, c'est que la promesse devienne concrète. Et alors, quand on parle grand événement sportif, forcément, quand on regarde le bilan carbone, c'est les déplacements des supporters, ce qui est souvent le plus lourd. Est-ce que c'est le cas aussi pour des JO d'hiver ? Et alors, qu'est-ce qui manque justement pour, on va parler de train forcément, pour que ces JO Alpes 2030 soient les plus verts possibles ? Alors, vous mettez le doigt sur probablement l'héritage qu'on attend le plus et qui est probablement le plus difficile à mettre en œuvre. Effectivement, d'abord,
les stations de sport d'hiver sont les premières impactées par le réchauffement climatique. On n'est pas les premiers responsables, mais on est les premiers impactés. Donc on est forcément très attentif à ça. Et effectivement, une des grandes promesses de ces Jeux, en tout cas ce qui me concerne, c'est qu'on arrive à mettre en place des infrastructures qui nous permettent de faire du transport plus décarboné, mais aussi de faire changer les mentalités, c'est-à-dire que la voiture ne soit plus le réflexe, et qu'on se dise, tiens, il y a peut-être autre chose à faire. Voilà. Effectivement. Alors, on va donner la parole une première fois à Bertrand Roy, qui est avec nous en duplex, responsable de la zone Alpine Pro pour Tricolore. Vous connaissez bien Pascal de Tiersan, je crois que vous équipez le personnel de la société des Trois-Vallées. Là, en quelques mots, la marque Tricolore, je veux bien que vous nous la présentiez. Alors bonjour à tous, nous on fabrique des vêtements pour les professionnels de la montagne. L'ADN de la marque en fait c'est d'avoir éco-conçu ces vêtements pour utiliser des matières issues du recyclage et faire des tenues qui soient soit réemployées, soit recyclées. D'accord, et donc les Jeux, la perspective de ces Jeux Alpes 2030, qu'est-ce que ça représente pour une entreprise comme la vôtre ? Ça représente, pour nous, on le voit comme en fait un tremplin pour faire comprendre au grand public que si on est capable de faire cette typologie de vêtements pour l'usage de professionnels qui ont, en plus en montagne, une exigence particulière, on pourrait vraiment réformer l'industrie textile. Aujourd'hui, c'est une des industries les plus polluantes. Nous, ce qu'on souhaiterait au travers des JO, en fait, c'est démontrer qu'on peut faire autrement et qu'on peut faire mieux. Dominique Carré. Oui, je réagis parce qu'en fait, c'est un peu ça le pari du comité de la charte sociale dans son volet économique, c'est de dire, en fait, profitons de l'occasion de ce grand événement pour accélérer des transformations qui sont nécessaires à la société. Et qui peut le plus, peut le moins. Si on arrive à traiter ce sujet au plus haut niveau et qu'on se donne les moyens de le traiter au plus haut niveau d'exigence, que peut représenter des Jeux Olympiques, c'est un effet de ruissellement. C'est comme quand vous faites de la technologie pour la Formule 1 et qu'ensuite vous avez ça dans votre voiture. Voilà, donc c'est le principe que qui peut le plus, peut le moins. Et s'il y a un moment où on peut être exemplaire d'une part et être visible d'autre part, c'est à travers ce grand... On l'a vu à l'œuvre pour Paris 2024 C'est-à-dire qu'on voit ce ruissellement technologique ou d'innovation dont vous parlez. On l'a vu à travers deux choses. D'abord, on s'est fixé des objectifs de participation aux appels d'offres d'un certain nombre d'entreprises françaises. On avait 25%. On s'était fixé, on a atteint 34%. Donc on a plutôt favorisé des solutions locales, on va dire, au sens on n'est pas allé chercher au bout de la planète tout ce qu'il y avait à équiper. Premier sujet. Et deuxième sujet, on s'est doté d'un fonds d'innovation. Un fonds d'innovation qui était partagé entre public et privé et qui permettait de donner un coup de pouce aux solutions qui apportaient une innovation. Et évidemment, l'innovation, aujourd'hui, elle est quand même beaucoup faite sous le prisme de l'environnement et de la protection de l'environnement. Évidemment. Vos pisteurs, vos personnels, ils savent qu'ils ont des tenues qui sont en matériaux recyclés. Ouais, c'est important. Bien sûr, c'est très important. Et on a fait ce choix. Et effectivement, avec la marque Tricolore, on a fait ce choix de les accompagner, parce qu'on les accompagne aussi quelque part. Je crois qu'on était la première station à basculer. Je vais le dire à la place de Bertrand Roy, mais trouver un fabricant qui fabrique en Europe, qui fabrique avec notamment tout ce qui est isolant, avec des bouteilles recyclées, pour nous, ça a vraiment du sens. Et avec un circuit plus court. Et donc, comme je l'ai dit, on est très sensible au réchauffement climatique, donc à l'impact carbone. Ces vêtements-là, qui sont fabriqués plus près de chez nous, coûtent peut-être un petit peu plus cher, mais ils ont un impact carbone beaucoup plus faible. Et donc, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous réalisons, on a toujours cette préoccupation de dire comment on peut faire pour que ce soit moins impactant pour la planète. Bertrand Roy, vous travaillez, j'imagine une entreprise comme la vôtre, elle innove en permanence. Vous travaillez déjà à des innovations qui pourraient bénéficier de ce coup de projecteur mondial des Jeux Olympiques ? Oui, on est complètement dedans. D'ailleurs, je donne un scoop à Pascal de Tiersan pour lui dire qu'en fait, on a des tenues pour les pisteurs qui vont arriver en test. On en a déjà parlé. Qui vont aller vers encore un pas de plus en fait pour minimiser l'impact et maximiser la durabilité.
Je voudrais qu'on regarde un sondage. C'est toujours intéressant d'essayer d'anticiper sur la perception que les Français peuvent avoir d'un grand événement sportif. Sondage qui date du mois d'octobre, diffusé étude Odoxa pour RTL. 55% des Français favorables à l'organisation de ces Jeux 2030 en France, et 81% inquiets du coût de l'organisation. Sur le coup, on a en partie répondu tout à l'heure, Dominique Carlac. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'on aurait pris un sondage à 2 ans de Paris 2024, on aurait peut-être eu à peu près le même niveau. Et puis on a vu la gigantesque fête que ça a été. Il y a toujours un peu de scepticisme avant un grand événement. Oui, il y a du scepticisme parce qu'il y a des idées reçues et il faut tordre le cou aux idées reçues. Dans ces cas-là, il y a l'idée reçue que ça coûte très ou trop cher. Mais en fait, moi qui ai habité 20 ans à Grenoble, après les Jeux de Grenoble, on voit très bien combien ça peut être structurant pour une métropole, pour une zone géographique, d'avoir ce grand type. Il n'y aurait jamais eu autant d'étudiants à Grenoble s'il n'y avait pas eu cette attractivité, cette mise en lumière et cette construction autour de la vallée. Et puis, il y a... En fait, le monde sportif au plus haut niveau, l'événement sportif au plus haut niveau, porte en lui toutes les préoccupations d'une civilisation au moment où il se joue. C'est-à-dire que ça aurait été en l'an 1000, on aurait eu les grandes peurs millénaristes. En ce moment, qu'est-ce qu'on a ? On a peur que la planète s'éteigne, s'étouffe, et qu'on soit arrivé aux limites de la planète. Donc on n'a pas 50 solutions, c'est une question vitale, que ce soit les sports d'hiver ou les sports mécaniques, si on ne met pas au cœur du sujet l'environnement, il n'y a pas d'avenir. Donc on est obligé de devenir acteur de ça. Sinon, on n'a pas d'avenir. Vous citiez 68 Grenoble. Je me souviens aussi de 92 Albertville, la fête. Très structurant. Moi, je suis un grand fan de sport et moi, Paris, j'ai été voir je ne sais combien d'épreuves. Je me souviens de discuter avec des potes. Oh là là, moi, je vais quitter Paris, ça va être insupportable. Vous êtes dingue. Des Jeux en France, ça arrive une fois par siècle, évidemment qu'il faut y être. Ce côté grande fête populaire, est-ce que à quel point ça peut être un moteur si on regarde un peu dans le rétroviseur, ce que ça a apporté, oui ou non d'ailleurs, aux régions concernées, les Jeux précédents? Alors, ça vient d'être dit, je suis grenoblois aussi, donc j'ai assisté et vécu la suite des Jeux. Pour moi, il y a 2 éléments. Il y a l'héritage, troisièmement, pardon. Il y a l'héritage, on en a parlé rapidement, au niveau de tout ce qui est transport. Il y a la fête populaire, parce que ça reste toujours des fêtes extraordinaires. On a eu la chance d'organiser les championnats du monde en 2023 entre Courchevel et Miribel. Au passage, on a bien tenu les budgets, on a même dégagé du bénéfice. Donc on sait faire, comme Paris 2024. On sait faire au moins en Savoie avec le souci de l'économie. Les championnats du monde 2023, ça a fédéré, ça a soudé toutes les vallées, quoi. Donc c'est absolument primordial de garder en tête que c'est et ce sera une très grande fête. Le troisième élément, pour moi, c'est que les sports d'hiver et les stations de ski sont souvent injustement montrés du doigt. Et pour nous, les Jeux, c'est l'occasion de montrer qu'on est capable d'être vertueux, qu'on l'est déjà d'ailleurs parfois, on n'en parle pas assez, mais que vraiment, on peut faire les choses correctement dans l'espace naturel, en respectant et en étant attentif à faire le mieux possible. Alors justement, j'avais prévu de lui donner la parole et je vais le faire tout de suite. Il y a des critiques, il y a des associations, notamment environnementales, qui sont remontées contre l'idée même d'organiser ces Jeux dans les Alpes en 2030. L'une des plus virulentes, je l'avais reçue ici même, elle s'appelle Valérie Pommier, je l'avais reçue au mois de juin, et voilà ce qu'elle vous dit, ce qu'elle disait à l'époque, ça vaut toujours aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de la montagne ? Alors la neige, c'est ce qui est visible. Peut-être qu'il y aura neige, peut-être qu'il n'y aura pas de neige. On va plutôt voir des temps où il y aura de moins en moins de neige. Est-ce qu'on fait voir au monde entier, en mondovision, qu'il y aurait peut-être une neige abondante, donc qui serait fabriquée ? Qu'est-ce qu'on fait réellement des impacts ? On doit réduire nos émissions. On sait que les émissions en montagne sont gigantesques par la mobilité. En 4 ans, on n'aura pas de train en haut des montagnes, malheureusement. Les passoires thermiques, qui sont le deuxième facteur émetteur, ne seront jamais rénovées. Oui, c'est des immeubles qui ont été construits dans les années vieux immeubles. 60, il y a 70. Voilà, il y a plus de 3 millions de lits touristiques. On dit que 3/4 des 3 millions de lits touristiques sont des passoires thermiques. On devrait rénover, sauf que le neuf sera fabriqué à vendre. Et plus globalement, qu'est-ce qu'on fait de ces très grands événements dans un contexte de réchauffement climatique ?
C'est une vraie question. Il y a un concentré de critiques. Vous allez pouvoir répondre les uns les autres. Dominique Carlac. Et du coup, je rajoute à cette litanie de questions, qu'est-ce qu'on fait des Alpins, surtout? Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des gens qui habitent dans les vallées, qui habitent en zone montagneuse, s'ils n'ont plus cette perspective de se dire, de mon territoire, je fais quelque chose qui permette d'assurer un futur à la génération qui viendra après moi. Donc, je dirais, et ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est, mais est-ce un fatalisme? Est-ce que on va rester les bras croisés à ne rien faire face à des constats qu'on partage? On n'est pas en train de dire... Tout va bien, circuler. Mais c'est qu'on retourne le truc en disant, je vais vous donner une dernière question, une dernière analogie. Moi, je viens des sports, non pas d'hiver, mais plutôt d'été. L'athlétisme, ça se joue l'été. Et les Jeux Olympiques d'été, l'athlétisme, premier sport, avec la première épreuve d'entre elles, qui est le marathon. Le marathon, aujourd'hui, on se pose la question. On se dit, mais est-ce que finalement, avec le réchauffement climatique, on va continuer à faire se lever des athlètes à 4 heures du matin pour courir à 5 heures? Peut-être qu'il faut innover et qu'un jour, ça rentre dans le programme. Je sais que les Alpins ne sont pas tous pour, mais ça rentre peut-être dans le programme des Jeux d'hiver. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'arrête pas de réfléchir pour avoir un futur là où il y a des personnes. Je vais vous donner la parole sur cette critique, mais Bertrand Roy, ça va être votre dernière intervention. Est-ce qu'il y a pas mal d'Alpins, justement, qui disent... mais est-ce que c'est vraiment le moment de faire des Jeux Olympiques parce que la neige, il y en a de moins en moins, il faut de la neige de culture et on fait durer un modèle qui est peut-être un peu obsolète. Mais justement, en fait, c'est intéressant. En fait, les Jeux, ça nous permet de prendre la parole et d'expliquer qu'on est en mesure d'évoluer, de faire mieux. Et de toute façon, ces territoires, en fait, ils vont avoir besoin de vivre. Donc les JO, c'est un excellent moyen en fait de mettre en lumière tout ce qui est déjà fait et tout ce qui va être fait en fait pour qu'on se révolutionne et que les gens puissent continuer à profiter de la montagne et à y vivre. Merci beaucoup Bertrand Roy, à bientôt sur Bismart for Change. On va accueillir un autre invité à votre place dans un instant. Même question Pascal de Tiersan, parce que en fait, c'est la question des sports de neige qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a peut-être... Les perspectives nous disent qu'il y aura de moins en moins de neige. Il faut de la neige de culture. Et donc, est-ce qu'avec des Jeux Olympiques, on fait perdurer l'idée que la montagne va vivre des sports de neige? Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Vous prenez le virage d'ailleurs. Il y a de plus en plus d'activités variées en montagne. Et la montagne l'été, c'est génial aussi. On aime bien prendre des virages à la neige. Bonne mais juste pour revenir sur l'intervention de Valérie Pommier, que je connais un petit peu, on se frotte un petit peu sur les réseaux. Ce que je reproche à cette dame, c'est qu'elle pose des questions, mais il n'y a aucune réponse. Aucune réponse. Et je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Qu'est-ce qu'on fait des gens dans les vallées? Est-ce que le modèle, c'est que les gens qui vivent dans les vallées alpines prennent leur voiture tous les matins pour faire 100 km pour aller travailler à Chambéry, ou même, pire, se délocalisent et donc on fait des déserts. Alors oui, il y a une question de compromis, c'est-à-dire qu'on exploite des vallées alpines, on exploite, c'est 2 à 3% du territoire des Alpes, donc c'est pas non plus extraordinaire. Donc, faisons-le correctement, et 2, mettons en face des quelques inconvénients tous les avantages qu'il y a. C'est-à-dire la vie locale, c'est-à-dire aussi l'économie locale hors ski. Aujourd'hui, si vous n'avez plus de station de ski, les vendeurs de Beaufort, ils ont du mal. Et les agriculteurs qui bossent l'hiver chez nous dans les stations, parce qu'on en a, on en a même qui vont traire leurs bêtes le matin et qui viennent après, s'ils n'ont pas de double activité, leur activité pastorale ne marche plus non plus. Donc il faut être capable de faire preuve de hauteur de vue et de compromis, et surtout pas de compromission, pour envisager le futur. Et je vais juste rajouter que on nous dit il n'y a plus de ski, Aujourd'hui, sur les stations de basse altitude et de moyenne altitude, les questions se posent, mais sur les stations de haute altitude, non seulement on skiera en 2050, mais on skiera encore en aux. Donc il ne faut pas tuer le modèle. C'est l'avenir des stations de moyenne montagne. Il faut juste l'adapter en fonction de la situation des stations. On revient aux Jeux Olympiques. J'accueille, j'espère qu'il est avec nous, Xavier Le Guen, qui est président de Outdoor Sport Valley. Bienvenue, vous nous entendez ? Oui, très bien. Heureux de vous accueillir dans notre émission. C'est quoi Outdoor Sport Valley? C'est un cluster, c'est ça, un regroupement d'entreprises, d'organisations? Absolument. Donc Outdoor Sports Valley est une association qui a été créée à Annecy il y a à peu près une quinzaine d'années, qui est labellisée cluster de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Et donc, c'est une association qui a pour vocation de fédérer et de développer la filière outdoor, l'ensemble des acteurs de la filière d'outdoor, autour du développement économique, développement social, environnemental. Donc aujourd'hui, on compte à peu près 500 membres. Ça représente 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé et près de 10 000 emplois. Et la typologie des membres va des marques, distributeurs, détaillants, prestataires de services. Voilà, donc très varié, avec une passion commune, l'outdoor. Et qu'est-ce qu'ils attendent des JO Alpes 2030 ? Alors, déjà, j'ai beaucoup suivi avec beaucoup d'intérêt toute la première partie de l'émission. Je pense que vous l'avez tous très bien dit, on est dans une phase de transformation de l'outdoor, et le challenge qui est devant nous est un challenge véritablement systémique. Personne ne le résoudra tout seul. Donc, il s'agit de travailler ensemble, de mettre beaucoup de monde autour de la table, de partager. Et déjà, cet événement, en lui-même, est un accélérateur formidable. Ça permet de mettre un peu plus de lumière sur un certain nombre de sujets, de susciter des questions, de susciter des collaborations. Et ça, c'est déjà un premier point de départ. Deuxièmement, dans l'outdoor, il y a effectivement toute la partie sport d'hiver. Donc, faire connaître nos sports, faire connaître notre environnement, faire connaître nos territoires, c'est quelque chose de fortement bénéfique et positif. Et puis, c'est aussi l'occasion de faire connaître nos entreprises. Et c'est quelque chose sur lequel je souhaiterais vraiment qu'on travaille dans le cadre de Alpes françaises 2030. Comme il y a eu Terre de Jeux sur Paris 2024 qui permettait de faire découvrir le sport dans plein de territoires, je pense qu'on pourrait vraiment faire porte ouverte de l'industrie outdoor pour faire découvrir nos métiers, pour montrer que l'outdoor est une terre de sport fantastique, mais aussi est un cadre de travail. Je suis sûr que Dominique Carlac entend votre message. Et sous ma double casquette, c'est-à-dire qu'à la fois en tant que coprésidente du comité de la charte sociale et économique des Jeux Olympiques Alpes 2030, nous, on souhaite vraiment mettre en lumière les solutions, les technologies, les TPE, les PME, les start-up de la filière concernée. Donc ça, c'est sûr qu'il va falloir que vous soyez dedans. On va faire en sorte qu'il y ait des stratégies d'achat qui soient au profit de ces filières. Et la deuxième chose, c'est qu'en tant que vice-présidente du comité olympique, en charge des questions d'innovation et de prospective, moi, je souhaite qu'on mette en lumière, justement, c'est quoi l'avenir du sport en 2050 dans des conditions, je ne vais pas dire extrêmes, mais dans des nouvelles conditions par rapport à 1950. Voilà, Cortina d'Ampezzo, je crois que c'était en 56 là, ou 52, la dernière fois. Bon ben voilà, là on arrive. Alors vous allez les regarder de près, les Jeux en Italie. Oui, on y va la semaine prochaine. Est-ce que, alors je sais pas, il y a des idées à picorer, ou au contraire vous dites c'est un peu un modèle des Jeux d'hiver anciens? Je pense que Alpes 2030, de par l'héritage et l'existence de ce qu'on a fait dans Paris 2024, on va être davantage un opérateur pour la transformation que Cortina, qui est peut-être pas dans une fin de cycle, mais en tout cas, c'est le point de départ d'une vraie accélération de la transformation de la montagne, des Jeux d'hiver. Pour moi, je considère que Cortina, c'est une transition, et que la véritable transformation, ça va être Alpes 2030. Mais c'est intuitif. C'est une transition après 2 séries de Jeux Olympiques d'hiver en Asie, qui ont montré aussi, comment dire, les limites de ce qui peut être accepté ou pas. Et donc Cortina à cet héritage-là et donc doit le gérer. Et je pense que c'est une très bonne rampe de lancement pour que nous fassions quelque chose de tout à fait remarquable. En tout cas, on le souhaite ardemment. Et on ne peut pas faire des Jeux d'hiver n'importe où, quoi. Non, mais on peut plus. C'est un peu ce qui s'est passé, effectivement. Alors là, ça questionne l'organisation générale des Jeux Olympiques. Pour le coup, je pense qu'il y a une prise de conscience des populations. Il faudra voir si la géopolitique suit. Voilà, ça nous dépasse. Effectivement, ça vous dépasse. Xavier Le Guen, sur l'attractivité, c'est vrai que l'historique des sports outdoor, des sports alpins pour la France, ça a créé des marques qui sont des marques puissantes, des marques françaises puissantes. Est-ce qu'elles ont encore la possibilité de monter plus haut grâce à l'organisation de Jeux Olympiques dans nos Alpes? Elles sont déjà très hauts pour certaines, hein. Oui, alors je vais vous faire une réponse peut-être un peu à tiroir, mais sur leur spécificité, leur spécialité, leur expertise, si vous prenez des marques qui sont vraiment ancrées dans le sport d'hiver,
on sait très bien qu'aujourd'hui, le marché du sport d'hiver est un marché plutôt mature. Il n'a pas vocation à doubler, tripler dans les années à venir, et que beaucoup de ces marques ont déjà des parts de marché significatives. Donc, on ne peut pas s'attendre à des croissances phénoménales spécifiquement sur ces domaines. En revanche, toutes ces marques sont porteuses d'un imaginaire, d'une aspiration, d'une histoire qui peut les amener à se développer sur le grand outdoor de façon beaucoup plus large, en amenant l'ADN, l'énergie, l'inspiration qui vient des sports d'hiver. Si je fais une analogie, vous prenez une marque comme, dans le luxe comme Hermès, la selle de cheval reste quelque chose d'absolument ancré pour cette marque, qui fait partie de son héritage, qui existe toujours, même si elle s'est développée sur bien d'autres choses après. Je pense que beaucoup de nos marques aujourd'hui, dans les Alpes françaises, ont cette possibilité d'aller chercher de nouveaux territoires, d'aller chercher de nouveaux terrains d'expression, en gardant cet ADN, cette authenticité qui est issue des sports d'hiver. Est-ce que il y a un enjeu d'emploi aussi pour la région à l'occasion des Jeux Olympiques? Alors, est-ce qu'on va embaucher quoi, à court terme, bien sûr, ça a déjà commencé à embaucher. Hein. Et ça va monter en puissance. Alors, moins que Paris, bien sûr, mais ça va monter en puissance. Mais l'enjeu après, je parle toujours d'héritage, c'est que nos activités hivernales, elles redeviennent plus vertueuses aux yeux du grand public. Aujourd'hui, moi j'ai des enfants qui veulent plus prendre l'avion parce que l'avion c'est pas bien, mais on a aussi des gens qui veulent plus aller au ski parce qu'ils entendent dire que le ski c'est pas bien. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ça, et je pense que ces jeux, en montrant la réalité de ce qu'on vit sur le terrain, peuvent dédiaboliser ce que certains s'évertuent à faire. Est-ce que c'est si facile, alors pour des jeux d'été, je pense que c'est plus simple, mais on va embaucher je ne sais combien de personnes pour Alpes 2030. Est-ce qu'on peut les loger? Pardon de poser des questions ultra, presque un peu triviales, mais ça doit faire partie dans le logiciel dont vous parliez tout à l'heure. Il y a une case logement. Alors, il y a d'abord deux choses sur l'emploi. En ce moment, on lance la cartographie des emplois avec toutes les instances, parce que effectivement, quand vous avez un tel événement qui est planétaire et qui est dans ces géographies-là, eh bien, il y a une cartographie d'emploi et une quantité d'emplois à pourvoir, et on ne va pas s'y prendre 5 minutes avant et réquisitionner l'armée pour ce faire. Donc il va falloir préparer, et donc ça fait déjà partie en soi d'une professionnalisation des gens de montagne, des alpins, pour se dire, on aura un héritage durable, et puis surtout on sera prêt. La deuxième chose, c'est effectivement le logement. Donc là, il y a des contraintes beaucoup plus fortes qu'en zone non montagneuse. Quand vous êtes à Paris, il y a une tension sur l'hébergement, mais il y a quand même des possibilités. Donc là, on est en train de regarder vraiment, il y a des débats au sein des instances, que ce soit le COJOP ou la Solidéo, pour savoir où va être installé le village pour accueillir, et puis quelles sont les contraintes. La Solidéo, c'est comme pour Paris, c'est l'organisme qui est chargé de construire des... Voilà, il y a deux instances de gouvernance dans un Jeux Olympiques, le COJO qui délivre la compétition elle-même, et puis la Solidéo qui construit les infrastructures pour que cette compétition et que les fans puissent accéder. Donc là, on est en plein dedans. Merci beaucoup. Merci à tous ici en studio. Merci d'avoir participé à l'émission également en duplex, Xavier Louen, et à très bientôt sur l'antenne de Be Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce Smart Trends. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut.